Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la Minute Pédagogique du Phénix. On va parler aujourd'hui de sang, de trains fantômes, de sorcières, d'un couple devenu mythique. En somme, on va parler d'une adaptation de Macbeth, The Scottish Play, par Cédric Orin, artiste associé au Phénix. Au sommaire de ce numéro, je vous donnerai quelques éléments de repère sur le contexte d'écriture et de création de Macbeth de Shakespeare, puis nous parlerons de The Scottish Play, adaptation par Cédric Orin, et enfin je vous donnerai quelques pistes pédagogiques pour exploiter le spectacle avec vos élèves. Intéressons-nous tout d'abord au contexte d'écriture et de création de Macbeth de Shakespeare. Lorsqu'on parle de Shakespeare, on parle du dramaturge sans aucun doute le plus connu mondialement. Ses pièces sont jouées partout, sont reprises, parce que les metteurs en scène s'en emparent pour les éclairer d'un sens nouveau. Ces pièces nous parlent de nous, de notre monde actuel, plein de fureur et de bruit. Je vous propose justement de vous replonger 4 siècles en arrière et de voir le contexte esthétique de cette époque, c'est-à-dire le théâtre élisabétain. Au sens strict, lorsqu'on parle de théâtre élisabétain, on parle de la deuxième période du règne d'Élisabeth. Dans un sens plus large, cette période recouvre le règne d'Élisabeth, celui de Jacques Ier et celui de Charles Ier. Elle s'achève en 1642 lorsque Cromwell décide de fermer tous les théâtres. Dès le début du règne d'Élisabeth, l'Angleterre connaît une période d'essor économique et culturel. La reine Élisabeth est en effet une protectrice des arts et des lettres, et c'est sous son règne que se construit le premier théâtre à Londres, The Theatre, en 1576. Avec la construction de ce premier théâtre, les troupes se professionnalisent puisque les représentations deviennent payantes. Elles passent ainsi de la rue ou de la cour d'auberge à un lieu clairement dédié à cet art. Ce nouveau statut du comédien et cette professionnalisation des troupes vont donner lieu à une véritable effervescence littéraire. En effet, plus de 600 pièces créées à cette époque nous sont parvenues. Il y en a autant dont on connaît l'existence, mais dont les textes ont été perdus. Alors que le théâtre médiéval était éminemment religieux, on se souvient des mystères joués devant les églises, le théâtre élisabétain se libère du joug de l'église et cela va de pair avec la séparation entre l'église catholique et l'église anglicane. Cela donne lieu donc à une plus grande liberté de penser et de représenter. Cependant, les puritains s'opposent fermement au théâtre puisqu'ils l'accusent d'immoralité. Ils avancent 2 arguments pour cela. Tout d'abord, le théâtre est le lieu de l'oisiveté et ensuite le théâtre est le lieu de l'illusion et du mensonge. Cromwell leur donnera raison en 1642 lorsqu'il fera fermer l'ensemble des théâtres. À cette même époque commence à se développer en France l'esthétique classique, ce qui donne au théâtre la règle des 3 unités, la vraisemblance et la bienséance. Le théâtre élisabétain est beaucoup plus libre de ce point de vue-là, puisqu'il n'y a pas d'unité de temps, pas d'unité d'action non plus, ni d'unité de lieu. On y mélange le vers et la prose, le registre familier, le registre soutenu et poétique. On y mélange également les registres comiques et tragiques. Et enfin, toute l'action est représentée, c'est-à-dire le meurtre, le sang, la violence. Derniers éléments de contexte sur le théâtre élisabétain et sur ses conditions de représentation. Je vous signale qu'on passe d'une cour d'auberge rectangulaire à un lieu de jeu qui est circulaire. Je vous signale également que les décors sont quasiment absents de ces représentations. Il n'y a en effet que quelques pancartes pour indiquer les lieux où se situe l'action, ce qui laisse donc une large part à l'imagination du spectateur, comme l'indique le prologue d'Henri V. Suppléez à nos imperfections par vos pensées. Divisez chaque soldat en 1000 et créez une armée imaginaire. Figurez-vous quand nous parlons de chevaux que vous les voyez. Imprimez leurs fiers sabots dans le sol qui les porte, car c'est à vos pensées maintenant d'équiper nos rois, de les porter ici et là, franchissant les époques. Je vous propose maintenant d'évoquer quelques éléments sur les origines de Macbeth et sur les influences de Shakespeare lorsqu'il écrit cette pièce. La date de composition de Macbeth est relativement imprécise, on la situe en général à 1606, en tout cas sous le règne de Jacques Ier. Comme pour plusieurs autres drames, Shakespeare s'inspire de faits réels, historiques pour écrire Macbeth, et notamment des chroniques d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande de Raphaël Holinshed. Cependant, Shakespeare, s'il s'appuie sur les chroniques, modifie certaines données historiques et certains traits de caractère des personnages. Par exemple, le roi Duncan, qui, chez Holinshed, est un roi incapable de régner, faible, devient, dans la tragédie Macbeth, un roi glorieux, proche de ses sujets, ce qui rend son meurtre encore plus dramatique. Autre exemple de modification, dans les chroniques, le personnage de Banquo est complice de Macbeth et de Lady Macbeth dans le meurtre du roi Duncan. Shakespeare, quant à lui, fait reposer l'entière responsabilité de ce meurtre sur le couple, ce qui rend leur responsabilité, leur culpabilité, encore plus importante. Il faut savoir également que même si à cette époque se développe l'humanisme et donc les sciences, les techniques, l'imaginaire médiéval est encore bien présent. Shakespeare est d'ailleurs imprégné de cet imaginaire, avec notamment la magie noire, les forces surnaturelles, les sorcières qu'on retrouvera dans Macbeth.
Pour résumer la pièce, nous sommes dans un contexte de guerre. Macbeth revient du champ de bataille avec un autre général, Banquo. Sur le chemin, il rencontre 3 sorcières qui vont faire 3 prophéties. Les 2 premières concernent Macbeth. Tout d'abord, il sera nommé seigneur de Cawdor, puis il deviendra roi. La dernière concerne Banquo, qui aura une descendance royale. Quelque temps plus tard, le roi Duncan réalise la première prophétie faite à Macbeth, puisqu'il le nomme seigneur de Cawdor. Celui-ci va prévenir sa femme, Lady Macbeth, des prédictions des sorcières, ce qui va la conduire à pousser son mari à tuer le roi Duncan pour prendre sa place. L'assassinat du roi permet à Macbeth d'accéder au trône, mais paradoxalement, c'est le début de sa chute. En effet, lui et son épouse vont être rongés par le remords, ils vont être hantés par un spectre, et le sang appelant le sang, ils vont perpétrer d'autres crimes. Ce qui conduira Lady Macbeth à la folie. Je renvoie à cette fameuse scène où elle se voit les mains maculées de sang et où elle revit sans cesse les crimes qu'elle a commis. On l'aura compris, Macbeth est une tragédie baroque. Baroque parce qu'elle offre des scènes spectaculaires, je pense notamment au champ de bataille, à la scène de la prophétie des sorcières, à la scène également où on brandit la tête de Macbeth sur une pique, ou encore à l'apparition du spectre de Banquo. On relève ici l'esthétique du mélange à l'œuvre dans l'esthétique baroque, où on mélange le peuple et les nobles, où on mélange les guerriers et les sorcières, où on mélange encore le vers avec la prose. Autre approche possible pour cette pièce, c'est celle du drame humain. En effet, à partir de la prophétie des sorcières, Macbeth, honnête soldat, se laisse persuader qu'il deviendra roi. Le personnage n'est pas mauvais au départ, mais il se laisse envahir par le mal. Lady Macbeth, elle, est moins scrupuleuse et plus ambitieuse, et c'est elle qui le pousse au crime. Shakespeare pose donc ici la question de la liberté de l'homme de choisir le mal. Les sorcières ainsi représentent plutôt la tentation que le destin. Enfin, dernier thème qui me semble important pour aborder la création de Cédric Orin, c'est le thème du cauchemar. Je cite Yann Cott dans Shakespeare notre contemporain qui écrit « On patauge dans le cauchemar, on s'y enfonce jusqu'au cou ». Et c'est bien dans cette nuit intérieure que vont s'engouffrer et patauger Macbeth et Lady Macbeth. La nuit, la peur, 2 thématiques importantes pour Cédric Orin. Je vous propose de découvrir tout de suite son travail pour The Scottish Play. Cédric Orin est artiste associé au Phénix depuis cette saison et vous avez déjà pu découvrir son travail à travers 2 spectacles. Tout d'abord Sortir du corps, qui a été créé et présenté en 2011-2012, qui est une mise en scène de différents textes de Valère Novarina avec des comédiens de la compagnie L'Oiseau-Mouche. Deuxième spectacle que vous avez pu découvrir en 2012-2013 et qui est repris cette saison, c'est En attendant la nuit, une libre adaptation de l'Odyssée d'Homère. On sent d'ailleurs à travers le titre et à travers ce spectacle que la thématique de la nuit est fondamentale pour le travail de Cédric Orin. Après des études d'ingénieur en mathématiques appliquées, il abandonne tout pour se consacrer au théâtre. Il est formé au Conservatoire de Grenoble, puis au Cours Florent, et il fonde sa compagnie La Traversée en 2004. 3 ans plus tard, il adapte pour la première fois un Shakespeare, La Nuit des Rois. Voilà comment Cédric Orin explique le choix de ce texte. Cette pièce me fascine par cette nuit dans laquelle elle nous plonge. Mettre en scène Macbeth, c'est peut-être aussi se demander si nous avons des raisons de trembler de cette histoire qui a lieu dans un Moyen-Âge assez lointain, voir si les malédictions au théâtre nous parlent encore. La réécrire, c'est chercher sur un plateau ce qui nous fait peur. En adaptant Macbeth, Cédric Orin choisit le titre The Scottish Play, la pièce écossaise, en référence à la superstition qui veut que prononcer le titre de cette pièce dans un théâtre porte malheur. Cédric Orin part de cette malédiction pour adapter la tragédie. En ajoutant un prologue à la pièce originale, il nous fait réfléchir à ses superstitions et à notre rapport au théâtre. Quelle force sommes-nous prêts à lui accorder? C'est justement en parlant sur le plateau de ce dont il ne faut pas parler que les sorcières vont surgir. Cédric Orin réécrit le texte de Shakespeare en précisant « l'histoire est presque la même ». Presque, puisqu'il recentre la pièce autour des grandes figures, ne seront présents sur le plateau que 5 acteurs et une actrice, et il écrit des monologues, il ajoute des monologues pour Lady Macbeth et Macbeth. Autre point de départ dramaturgique pour la création de ce spectacle, c'est la réplique de Macbeth à l'acte 3, scène 4, « Nous sommes si jeunes encore dans le crime ». Cédric Orin s'intéresse à l'itinéraire de ce couple, d'abord sympathique, plutôt jeune, hésitant, et qui se métamorphose sous nos yeux en monstre par l'expérience du pouvoir et du crime. Ainsi, ceux qui commettent le crime, le meurtre du roi Duncan, ne maîtrisent pas leurs désirs et ne sont pas conscients des dangers qu'ils représentent. Pour donner un contexte scénographique à cette histoire, le but sera de recréer la nuit sur le plateau dans ce qu'elle a d'apaisant et d'effrayant à la fois. Un travail particulier a été réalisé sur la lumière et sur la bande-son pour créer une pénombre inquiétante où les personnages et les créatures fantastiques pourront surgir. Je cite Cédric Orin dans sa note d'intention.
J'ai envie de travailler sur la pénombre sur des corps qu'on discerne ou qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Il faut recréer la nuit. Le travail des lumières et des sons doit faire qu'on guette des corps. On doit être en alerte de ce qui peut surgir. Pour les apparitions, Cédric Orin utilisera le procédé Papers Ghost, c'est-à-dire un procédé qui permet de créer des hologrammes. Il y aura également des gravures en noir et blanc qui permettront de situer l'action, et ce qui rappelle d'ailleurs les origines du théâtre élisabétain avec les pancartes dont je vous ai parlé. J'ai organisé les pistes pédagogiques en 2 temps, un premier temps avant le spectacle et un deuxième temps pour le retour en classe. La première piste pédagogique concerne les superstitions en théâtre. Je vous propose de faire aux élèves une recherche sur ces différentes superstitions. Je pense notamment à la couleur verte ou au mot corde. Cette recherche permettra d'aborder le spectacle par son titre, The Scottish Play, et d'expliquer ainsi pourquoi Cédric Orin a choisi ce titre. Vous pourrez faire écrire aux élèves le prologue perdu de Macbeth, où un personnage s'adresse au public pour lui parler des différentes superstitions. Ce travail permettra de créer des attentes par rapport au spectacle et au prologue ajouté et imaginé par Cédric Orin, et ainsi questionner la fonction du prologue au théâtre. Pour cet exercice d'écriture, vous pourrez parcourir différents prologues afin d'en repérer les caractéristiques, notamment le prologue de Roméo et Juliette ou le prologue d'Henri V dont j'ai déjà parlé. Vous pourrez voir ainsi les fonctions, notamment celle d'intermédiaire entre la scène et la salle, celle de délivrance des codes de représentation, et enfin la fonction qui permet d'accompagner le spectateur dans la compréhension du spectacle. Deuxième piste, elle concerne le théâtre élisabétain et son esthétique. Vous pourrez travailler sur le prologue d'Henri V qui permet de déduire les conditions de représentation de cette époque. C'est un prologue très riche où vous pourrez trouver la référence au Wooden Hoe, le haut de bois, ou à la reine de coq. C'est un appel également à la bienveillance du spectateur. On y trouve l'image du théâtre-monde, cher à Shakespeare, et on y trouve également la demande formulée auprès du spectateur d'imaginer à partir de peu d'éléments de décor ou d'accessoires. Pour compléter cette première approche, vous pourrez utiliser des gravures ou des photos du globe, par exemple, le théâtre de Shakespeare qui a été reconstruit sur les bords de la Tamise à Londres. Pourquoi pas faire réaliser un diaporama à vos élèves, ce qui vous permettra de valider des compétences en informatique. Troisième piste pédagogique, c'est une approche de la pièce par l'itinéraire du couple Macbeth. Ce sont 2 personnages qui sont devenus mythiques et qui ont inspiré de nombreux peintres. Je vous propose donc de partir de l'observation de tableaux pour créer des attentes et ainsi dresser un premier portrait du couple Macbeth. Ce travail pourra être complété par une analyse d'affiches de différentes mises en scène de Macbeth. Cela permettra aux élèves ainsi de se familiariser avec les thèmes principaux qui sont le meurtre, le fantastique ou encore le pouvoir. Vous trouverez toutes ces références sur la page des références pédagogiques. Dernière piste pédagogique pour préparer le spectacle, c'est une découverte de la pièce par un parcours de lecture sur le tragique. Vous pourrez choisir 3 moments marquants, sans révéler la fin de la pièce. Je pense notamment à la prophétie des sorcières à l'acte 1, scène 3, au projet de meurtre à l'acte 1, scène 5 et au tourment de la culpabilité à l'acte 2, scène 2. Je vous propose un travail de groupe pour lire, comprendre et réfléchir aux éléments constitutifs du tragique. Vous pourrez constituer 2 groupes par scène et ainsi les élèves pourront échanger sur leur réception des textes. Faire émerger une définition du tragique, la fatalité notamment par la parole des sorcières, la terreur avec le meurtre et la pitié par rapport au couple Macbeth qui est tourmenté. C'est un travail qui pourra être réalisé en 3e notamment, puisque le programme invite à travailler sur la tragédie, et en seconde en comparaison de la tragédie classique. Pour exploiter le spectacle avec vos élèves une fois de retour en classe, vous pourrez revenir sur le rôle du prologue. En complément de l'activité réalisée en amont, vous pourrez voir quelle est la spécificité du prologue inventé par Cédric Orin et ainsi quel est son rôle dans la dramaturgie de la pièce. Autre suggestion, c'est le traitement par Cédric Orin du couple Macbeth. Vous pourrez partir des impressions et de la réception de vos élèves, de leur perception de ce couple qui est sympathique, joué par des comédiens jeunes, avec Eram Sobhani qui joue Macbeth, mesurant 2 mètres, à côté de Céline Milia Baumgartner qui joue Lady Macbeth et qui représente une certaine fragilité face à ce colosse. Vous pourrez également vous appuyer sur les monologues de Macbeth et Lady Macbeth, ajoutés par Cédric Orin au texte original. Qu'apprend-on dans ces monologues sur les personnages? Qu'est-ce que ces monologues apportent à la dramaturgie de la pièce? Quelle est la vision ainsi du couple proposé par Cédric Orin? On voit que Cédric Orin s'intéresse à l'itinéraire d'un couple au départ jeune et qui sombre dans l'horreur et qui s'entache de crimes au fur et à mesure que l'intrigue avance. Quel sens produisent ainsi ces différents monologues sur notre réception du spectacle?
Le thème de l'illusion peut également être intéressant dans une séquence ou une séance sur le théâtre baroque. Qu'est-ce qui, sur le plateau, permet de créer l'illusion ? Vous pourrez analyser ainsi la scénographie et les procédés qui rendent pour le spectateur poreuse la frontière entre l'illusion et la réalité. Le Papers Goss, le jeu sur la lumière, sur les matières. Cédric Orin va utiliser du tulle pour créer ses apparitions. Le miroir sans teint également, autant d'éléments qui participent de l'esthétique baroque. Vous pourrez rappeler également l'interrogation de Banquo qui se demande si les sorcières sont de nature surnaturelle ou si elles apparaissent bien devant lui. Et vous pourrez rapprocher cette étude de textes comme La vie est un songe ou L'illusion comique de Corneille. Pourquoi ne pas étudier avec vos élèves la représentation du fantastique sur le plateau? Je pense notamment à des élèves de 4e pour qui le fantastique est au programme. Vous pourrez partir des personnages des sorcières, appelés dans la pièce de Shakespeare sœurs fatidiques. Cela pourra donner lieu à un travail de lexique, une recherche de l'étymologie de fatidique, qui vient de fatum, où on retrouve donc l'idée de fatalité. Ils pourront également travailler sur d'autres trios féminins qui sont associés au destin, je pense notamment aux Parques, aux Gorgones ou aux Érini. Pour distinguer le fantastique, caractérisé par le doute, du merveilleux, vous pourrez rapprocher un extrait de Macbeth d'un autre texte de Shakespeare, Songe d'une nuit d'été, où l'auteur réduit la part d'ombre de ces créatures. On le voit notamment à travers les personnages de Titania, la reine des fées, ou encore de tous les personnages qui l'entourent, fleurs de pois, toile d'araignée, graines de moutarde. On voit ici qu'on se trouve dans le merveilleux qui se rapproche du conte. Cela pourra déboucher sur un travail de pratique théâtrale où vous suggérez aux élèves de mettre en scène la scène du banquet, là au moment où le spectre de Banquo apparaît. Comment, sur un plateau, représenter ce qui normalement est irreprésentable. Dernière piste pédagogique, je vous propose un travail de comparaison avec d'autres mises en scène. Je pense notamment aux adaptations cinématographiques de Macbeth avec le film d'Orson Welles ou celui de Roman Polanski. Il y aura en ligne également un dossier pédagogique consacré à la mise en scène de Laurent Pelly, qui a donné Macbeth au Théâtre des Amandiers à Nanterre mi-octobre. Et vous trouverez dans ce dossier des croquis, des images qui permettront un travail de comparaison avec la proposition faite par Cédric Orin. Cette minute pédagogique est terminée. Je remercie Cédric Orin pour l'entretien téléphonique qu'il m'a accordé et qui m'a aidé à préparer cette minute pédagogique. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission.